Bien, bonjour Maître Brégat. Vous êtes avocat au Conseil d'État et vous avez accepté de pouvoir défendre notre pétition citoyenne, nous les 730 000 pétitionnaires français, avec la même pour tous. Merci de vous engager dans le cadre de votre fonction. C'est important de voir que des gens de la société civile aussi s'engagent pour des causes importantes. Donc déjà en première introduction, un merci de la part des 730 000 Français qui ont souhaité, au niveau du Conseil économique et social, pouvoir apprécier l'impact de la loi de Taubira, principalement sur la filiation. Nous avons donc déposé le 26 février ces pétitions, le 15 pardon, et le 26, le bureau du CESE devait confirmer ou infirmer la transformation de ces pétitions en saisine. Le bureau a refusé cette saisine, après que j'ai pu d'ailleurs m'entretenir avec eux pendant 21 minutes. Au décours de cette présentation, 2 heures de délibéré ont lieu avec des réponses négatives sur cette saisine. Donc, vous venez de déposer, maître, il y a quelques minutes, aujourd'hui, jeudi 25 avril 2013, cette requête et mémoire. Est-ce que vous pourriez expliquer aux 730 000 pétitionnaires et tous les curieux qui viendront vous écouter sur notre site, qu'est-ce qui, pour vous, permet d'espérer que cette pétition devienne saisine? Écoutez, d'abord, merci Monsieur le maire, cher Philippe, de votre confiance. Vous avez été mandaté par 700 000 Français pour me mandater, donc je vous en remercie. Vous venez de déposer un recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une requête qui demande au tribunal administratif de Paris l'annulation de la délibération du bureau du Conseil économique et social et environnemental. Pourquoi demandez-vous l'annulation? Pour plusieurs raisons. Pour des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne. La légalité externe, c'est tout simplement que le Conseil économique et social et environnemental a cru devoir demander au Premier ministre son avis sur cette pétition. Je vous rappelle que dans la Constitution, le Conseil est là pour précisément assumer une mission consultative auprès des pouvoirs publics. Et que fait le président du Conseil? Il fait le contraire. Il va voir le Premier ministre en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est évidemment une démarche, d'abord, qui n'est pas du tout prévue par la Constitution, ni par la loi organique. Et ensuite, c'est une démarche qui compromet, à notre sens, gravement l'impartialité de la délibération du Conseil. 700 000 Français ont saisi le Conseil dans le cadre de ce droit de pétition. Et que fait le président du Conseil? Il saisit le Premier ministre. Donc c'est un premier moyen de légalité externe qui nous paraît très sérieux. Autre moyen de légalité externe, la délibération n'est pas signée, bon, ce qui est un peu surprenant. Sur le fond, le problème majeur de cette affaire est que le président du Conseil a adopté une position qui probablement lui a été suggérée par Matignon, qui consiste à dire que le droit de pétition ne peut pas s'exercer à l'égard de textes qui font l'objet d'un projet de loi en cours de discussion. Ce n'est pas du tout ce que dit la Constitution. Et là, je crois qu'il y a 2 erreurs de droit. La première erreur de droit, c'est que le Conseil devait statuer sur la recevabilité de la pétition. C'est tout. C'est tout. Le texte est clair. Le Conseil devait dire si oui ou non cette pétition était recevable. Et ensuite, sur le fond, évidemment, le droit de pétition, il s'exerce de façon générale, sans restriction. Cette restriction est une invention du Conseil économique et social et environnemental qui n'a aucun fondement juridique. Et donc, je pense que sur ce fondement également, sur le fond, l'égalité interne, je pense que vous pourrez obtenir satisfaction et obtenir l'annulation de cette décision. J'ajoute que nous avons demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au Conseil économique et social de produire la note que le Premier ministre a, semble-t-il, adressée au président et qui a conduit à cette position que nous critiquons. Voilà comment les choses se présentent aujourd'hui. Merci, maître. Deux petites questions. La première, la compétence du tribunal administratif. Beaucoup de gens sont interrogés par rapport au Conseil d'État ou par rapport au Conseil constitutionnel.
Oui, alors le Conseil constitutionnel, non, n'est pas compétent, ça c'est certain. Nous avons hésité entre le Conseil d'État et le tribunal administratif de Paris. À la réflexion, je crois que c'est le tribunal qui est compétent en première instance. Il y aura donc un appel possible devant la Cour administrative d'appel de Paris et ensuite devant le Conseil d'État, juge de cassation. Merci pour ces explications simples que tout Français va pouvoir comprendre. La dernière question, si vous me le permettez, c'est entre la Constitution révisée en 2008 qui ouvrait droit à pétition nationale du peuple français et la loi organique qui a été promulguée 2 ans après, je crois en 2010. Est-ce que cette loi organique, dans son article 5, est seule souveraine pour définir les clauses de recevabilité de la pétition? Dans votre argument, vous semblez le dire, est-ce qu'on peut dire qu'il ne peut y avoir qu'une forme, c'est celle de la loi organique, ou alors qu'il aurait oublié quelque chose? Comment peut-on faire comprendre aux Français cette notion de constitution, de texte constitutionnel et de loi organique qui précise, je dirais, les conditions de recevabilité? Alors, si vous voulez, c'est un problème de hiérarchie des normes. C'est une pyramide. Au sommet de l'ordre juridique interne, vous avez la Constitution, ensuite les lois organiques, après les lois ordinaires, les règlements, les actes. Pour l'exercice du droit de pétition, il y a effectivement 2 niveaux de normes qui s'appliquent. Il y a la Constitution, qui est notre loi fondamentale, qui prévoit ce droit de pétition, et il y a la loi organique qui définit les modalités d'exercice de ce droit, et notamment les conditions de recevabilité. Les conditions de recevabilité, elles sont simples, elles sont remplies. Cela n'a strictement rien à voir avec le fait que ce projet de loi était en cours de discussion. Et d'ailleurs, vous n'avez pas cherché de ce point de vue à interférer dans la discussion parlementaire. Vous avez simplement demandé au Conseil son avis. 700 000 Français ont demandé au Conseil son avis et cette instance est incapable, s'est révélée incapable d'exercer ses missions et donc vous saisissez le juge au regard de ces dispositions, la Constitution et la loi organique, et nous pensons juridiquement que la démarche est fondée. Merci Maître donc, pour ce recours. Est-ce que je peux me permettre une question qui n'a rien à voir avec ce recours, oui, qui est en train de se poser depuis quelques jours? C'est l'inscription dans la Constitution de la notion de mariage et surtout d'affiliation. Pourquoi on est en train d'en parler actuellement? C'est parce que certains pensent que le fait d'inscrire dans la Constitution le fait que le mariage n'ouvre pas droit à PMA, GPA, contournerait, entre guillemets, les obligations européennes des pays qui ont signé. Qu'est-ce que vous pourriez éventuellement nous dire? Je sais que ce n'est pas facile, mais est-ce qu'il y a là une piste au niveau de la constitutionnalité qui pourrait garantir les Français par rapport à cette ouverture sur la filiation, la PMA, la GPA? Alors je crains que, hélas, de ce point de vue, la situation soit compliquée parce que, comme vous le savez, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s'impose aux pays membres du Conseil de l'Europe qui ont signé un traité international. Il est évident que toute loi qui ne serait pas compatible avec cette orientation jurisprudentielle pourrait être écartée par le juge interne. S'agissant de la Constitution, elle est effectivement au sommet de notre ordre juridique et il pourrait alors exister un conflit entre une norme constitutionnelle et la jurisprudence de Strasbourg, la Convention européenne des droits de l'homme. On pourrait envisager cette protection. Le meilleur moyen, je dirais, de s'en sortir, et on y songe également pour d'autres motifs, serait bien sûr de faire en sorte que la France, à certains égards, dans la mesure du possible, de façon partielle, sorte de ce dispositif du recours individuel de la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense que ce serait la meilleure garantie. C'est une garantie qui est d'autant plus importante aujourd'hui que, vous savez, nous avons maintenant en France un contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est la question prioritaire de constitutionnalité, avec une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est très, très élaborée sur les mêmes droits, sur les droits fondamentaux. Hein. Et je trouve qu'il est normal qu'un État comme la France puisse maîtriser, avoir la maîtrise de ses droits. Hein. Est-ce que les pays membres de la Communauté européenne pensent également comme la France? Alors, je sais qu'il y a une réflexion actuellement en Autriche, puisque vous savez que l'Autriche fait face à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg pour ce motif, et il y a une réflexion constitutionnelle. Voilà. Merci, maître, en tout cas, de
défendre tous ces citoyens, mais également la manifestation de tous, puisque vous êtes avec un groupe de juristes, je dirais, très actifs dans les conseils et dans les tribunaux. Merci, maître. Très bien, merci. Un gros recours devant. Oui, on va le faire après, on va libérer maître Briard. Arrête. Un grand merci, madame.